Donc ces polluants-like, enfin ces anticorps-like, il y en a déjà certains sur lesquels on a travaillé. Donc ce qu'on appelle par exemple des DNA heptamères. Donc des heptamères DNA, c'est quoi? Ce sont des petits morceaux d'ADN qui pourront reconnaître de manière plus ou moins spécifique l'ochratoxine A. Donc au lieu d'avoir un anticorps, vous avez un brin de 13 bases d'ADN. Cet ADN, il est sélectionné comment? Il est sélectionné par une méthode assez complexe, qui s'appelle la méthode SELEX, qui a été développée par des Barcelonais, où ils font tourner en fait une machine automatique qui va dire selon telle séquence de 13 acides aminés, eh bien, il va avoir plus ou moins de chances d'aller reconnaître l'ochratoxine A. Donc ça, ce sont des travaux qui ont déjà été réalisés. Ensuite, vous avez les MIP, les moléculaires nucléotides polymères. Donc ça, ce sont des fabrications artificielles de poche, un peu comme une molécule qui va être l'empreinte négative de votre ochratoxine A. Donc il y a un MIP qui est sorti aussi sur l'ochratoxine A, mais ces deux anticorps-like, DNA heptamère et MIP, ont une affinité pas assez suffisante, assez insuffisante de manière à pouvoir détecter en direct 2 microgrammes par litre d'ochratoxine A dans l'environnement. Donc du coup, moi j'ai décidé d'aller plutôt sur les peptides. Alors soit les peptides linéaires, soit les peptides en 3D. Donc les peptides linéaires, il y a déjà un hexapeptide qui avait été publié en 2007 que j'ai retesté. Et un autre où j'ai travaillé avec une équipe de Montpellier pour aller sélectionner un peptide de 13 acides aminés de manière à remplacer un monoclonal ochratoxine A par un peptide-like ochratoxine A. Donc pour cette sélection du peptide ici, en fait, ce sont les collègues qui le font, la spéciation, l'accrochage de ce peptide sur l'ochratoxine A, il y a plusieurs peptides qui ont été testés, a été testée par chromatogramme. Ici, donc vous avez des résultats. Vous avez ici le pic ici du peptide seul lorsqu'il est injecté dans le chromatogramme qui n'a pas vu encore l'ochratoxine A. Et ensuite ici, lorsque vous avez ici le peptide qui a vu l'ochratoxine A, vous avez une dépression du pic et l'apparition d'un autre pic. Donc en fait, selon le niveau de dépression sur... Mince. Qu'est-ce qui est passé? Bon, ouais, c'est pas grave, il manque une diapo. Donc, donc en fait, il y a une diapo qui manque, il y a 6 peptides qui ont été sélectionnés. Et sur ces 6 peptides, il y en a un qui a montré une plus forte affinité que les autres. Donc, on a utilisé celui-ci pour pouvoir faire les premiers tests. Ensuite, je vous ai dit qu'il fallait, donc là, je vous ai parlé de l'élément de reconnaissance biologique. Maintenant, il faut travailler le support. Le support, il peut être de plusieurs types. Au laboratoire, on va travailler sur une biomembrane qui peut être soit du chitosane, c'est de la chitine qui est issue de carapace de crustacés, merci, soit sur de l'acétate de cellulose. C'est un petit peu plus compliqué. Donc au départ, on a commencé nos travaux sur le chitosane et l'accrochage en fait de la protéine A ici pour orienter les anticorps ou du peptide, il faut le faire de manière spécifique. Donc cet accrochage se fera soit par une liaison spécifique au quinone tyrosinase, soit par un tag histidine, avec une réaction avec le nickel, parce que le chitosane, c'est une biomolécule qui est capable notamment d'absorber de manière très forte les métaux, et comme l'éthane, il peut absorber de manière spécifique le nickel. Donc on étudie cette partie-là pour pouvoir venir orienter soit l'anticorps sur la protéine A, soit y fixer le peptide. Une autre façon aussi de travailler, c'est d'utiliser de manière très classique des biprotéines. On a déjà, avec lesquels on vient directement fixer l'anticorps. Sur les biprotéines, on ne peut pas encore travailler avec les peptides. Donc ici, je vous montre juste les résultats qui ont été obtenus sur comment et quelle quantité de protéines A peuvent être accrochées sur le support original qui est la biomembrane. Donc pour ça, en fait, on va utiliser une protéine A phosphatase alcaline de manière à aller doser l'activité phosphatase alcaline. Et ici, les chiffres en fait représentent les différentes façon de fabriquer nos membranes de chitosane. Donc ici, en fait, grâce à ces résultats, on a sélectionné la membrane de type 2 qui a l'air d'être beaucoup plus efficace sur l'accrochage spécifique des protéines A sur la membrane. Ensuite, l'étape de détection. Donc, je vous ai dit, la détection peut se faire de 2 manières, donc soit par chimiluminescence, soit par colorimétrie. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller travailler d'abord dans une matrice très simple, qui est la matrice O. Et ici, j'ai fait ma gamme d'étalonnage, c'est-à-dire 0 ppb, ce que j'appelle 0 ppb, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun polluant ochratoxine A endogène, il n'y a que de l'ochratoxine
marqué, 2 ppb veut dire qu'il y a 2 microgrammes par litre de ochratoxine A remarqué, et 5 ppb, 5 microgrammes par litre de ochratoxine A. Donc ici, on a une très jolie courbe de réponse dans la matrice simple O. Je rappelle que ça peut être aussi simple pour le vin. Concernant le vin rouge notamment, comme je vous ai dit que c'était une matrice très complexe, qui contenait beaucoup d'anthocyanines et de tanins. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'abord une précipitation des anthocyanes et des tanins. Donc ça prend à peu près une petite demi-heure. Ensuite, on filtre. Et lorsqu'on filtre, on récupère directement les échantillons et on fait les tests. Les tests avec, soit avec les protéines A ayant le monoclonal, soit avec la bandelette chitosane ayant soit le monoclonal, soit le peptide. Ici, je vous présente les résultats faits avec le chitosane contenant le peptide. Ce peptide il a été marqué par un taglicitine, soit en C-terminal, soit en position N-terminale. Donc ici, on regardait en fait s'il y avait une grosse différence de reconnaissance, de quantification d'ochratoxine A avec ce peptide en C-ter ou en N-ter. On voit qu'il y a une légère différence. En revanche, on arrive tout de même à avoir une bonne réponse en linéarité sur la gamme de réponse entre 0 et 10 ppb d'ochratoxine. Donc là, c'est une détection par colorimétrie. Concernant le monoclonal, j'ai préféré faire en chimiluminescence, que la chimiluminescence est beaucoup plus sensible que la colorimétrie et que c'est portatif, donc c'est quand même beaucoup plus simple par rapport au futur kit vendu. Donc là, ici, vous avez une très belle réponse en chimiluminescence sur du vin rouge, donc on a préalablement dopé. Donc les dopages se font comment pour faire la gamme? On dope d'abord le vin, puis on le traite. C'est-à-dire si je traite le vin et ensuite je dope, c'est pas scientifiquement correct, je préfère d'abord traiter, même si je sais que le traitement ne va pas endommager, ne va pas réduire la quantité d'ochratoxine. Ça c'est une étude qu'on a faite. Mais bon, ça ne change rien, on fait comme si on était dans des conditions réelles, donc on traite d'abord, on dope d'abord avec de l'ochratoxine A marqué, puis on traite au PEG pour pouvoir précipiter tous les tanins et l'anthocyanes, et ensuite on fait la détection directe. Donc ici vous avez la courbe de réponse de la gamme, et ici vous avez 12 échantillons qui m'ont été fournis par l'Institut français de la vigne et du vin, donc qui eux en fait sont chargés en fait de faire toutes les analyses certifiées de dosage des différents crus de vin rouge, et donc ils recherchent effectivement un test rapide de détection d'ochratoxine A, et donc ils m'ont donné, il y a 72 échantillons, donc là je vais présenter les 12 premiers échantillons qu'on a commencé à tester en utilisant des protéines A avec le monoclonal. Donc ici on a fait en fait les analyses en aveugle, et l'objectif est juste de savoir si notre réponse dit que le vin est contaminé, c'est en dessous ou au-dessous de 2 microgrammes par litre d'ochratoxine A dans le vin. Donc la plupart des résultats visiblement sont les mêmes que ceux trouvés par l'OIV, sauf 2. Bon, donc c'est-à-dire qu'il y a encore des améliorations à apporter. Donc les perspectives en fait du travail sur cette biodétection, c'est quoi? C'est continuer à travailler bien sûr sur les molécules polluants en live, parce que ça je pense que c'est assez important, notamment pour la détection de toutes petites molécules, parce que je vous ai dit, les toutes petites molécules sont très difficiles à détecter avec les anticorps, c'est difficile d'en faire. Et il y a notamment des herbicides, donc certains herbicides qui sont, on va dire, rémanents actuellement, parce que ça change selon les dizaines d'années. Donc maintenant, c'est plus trop l'atrazine qui est en poupe, c'est un autre herbicide. Cet herbicide est extrêmement petit, donc on espère que les peptides vont pouvoir être une solution pour pouvoir les détecter dans l'environnement. Il faudra continuer à travailler sur la fabrication de membranes, notamment l'absorption et la désorption du nickel, comment ça fonctionne, l'absorption et la désorption des protéines A. Et pour ça, ce qu'on a fait, on est en train de faire en fait une bactérie génétiquement transformée à partir de laquelle on va produire et purifier de la GFP-taglicitine, parce que c'est quand même plus simple et moins cher que la protéine A taglicitine, pour étudier toutes ces réactions. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, et je tiens aussi à remercier bien sûr d'autres personnes qui ont fait le travail, parce que moi je suis pas la seule à faire ces travaux, donc notamment ma thésarde, Aziza Jahassine, et l'équipe de Montpellier, de Marseille, qui travaille avec moi sur la fabrication des peptides, donc qui est l'équipe ERT62, ingénierie des peptides.